Je pense que nous pouvons maintenant laisser la parole à Evelyne Balanfa, qui va nous présenter son intervention. Et je vais partager le titre de cette intervention. Merci. Bien, eh bien tout d'abord, bonjour à tous, qui que vous soyez, et j'allais dire que malgré l'écran, je sens par le nombre la présence et de professeurs et de chefs d'établissement. Je vous salue tous, vous souhaite, j'allais dire plutôt la meilleure année possible. Et je vais essayer donc de trouver avec vous des pistes dans une période effectivement complexe. Quand les temps sont difficiles, il peut être en effet utile de s'appuyer sur quelques repères dont on ne doute pas. Le sens des mots en est un. Depuis des années maintenant, le terme accompagnement fait partie du vocabulaire pédagogique. On l'a associé le plus souvent à l'idée d'autonomie. On accompagne l'élève pour l'aider à construire cette autonomie dans le travail scolaire. On propose des étayages dans le but de pouvoir les enlever. Depuis maintenant près d'un an, une autre dimension s'impose, avec encore plus de force qu'auparavant. Accompagner, c'est faire en sorte que l'on ne se sente pas seul. Et c'est bien ce qu'entraîne la période que nous traversons. Ce que j'appellerais une forme de besoin paradoxal, puisque accompagner les élèves signifie tout à la fois les aider à rejoindre un collectif, celui de la classe dont la composition et l'espace-temps sont morcelés par la force des circonstances, et leur permettre aussi d'avancer dans leur propre cheminement d'apprentissage. C'est ce second aspect d'ailleurs que l'on a cherché à développer avec raison depuis et dès la mise en place de l'accompagnement éducatif en 2007. À l'époque, c'était hors cadre de la classe dans un premier temps. La notion d'accompagnement personnalisé a introduit celle de différenciation pédagogique au cœur même de la classe, à la fois dans des heures dédiées, mais aussi de manière plus générale dans les pratiques au sein des cours. On a donc effectué un mouvement du collectif vers le particulier afin de répondre à des types de besoins spécifiques, pas forcément individuels, mais en tout cas diversifiés, différenciés. Cela afin non de morceler les contenus, mais bien au contraire, d'aider chacun à s'approprier ce savoir commun. Or, ce que l'on constate depuis presque un an, c'est que cette évidence des programmes est plus difficile à maintenir du fait des contraintes et des incertitudes matérielles auxquelles nous sommes tous soumis. On se doit alors de réaffirmer le rôle essentiel de garde-fou de ces programmes contre un enseignement à deux vitesses, si ce n'est plus. Les enseignants ont donc cette double tâche en matière d'accompagnement, à la fois, comme c'était déjà le cas, d'identifier des besoins propres à certains et, à partir de ce constat, de constituer des groupes de travail en fonction de ces besoins. Mais aussi, ce qui correspond à une forme de démarche inverse, de ramener les élèves isolés dans une individualité forcée à une conscience collective, celle de découvrir et d'acquérir ensemble des contenus communs dans le cadre d'une année scolaire avec un groupe classe, même si ce dernier est protéiforme dans sa condition
dans sa composition ou dans sa forme de présence. Cette distinction d'une double démarche peut sembler superflue par rapport à l'urgence actuelle et aux besoins des élèves, certains étant guettés par le décrochage. Or, existe pourtant là une question essentielle. Quel message institutionnel, clair et commun faire passer aux élèves et à leurs familles? Quelle pédagogie mettre en œuvre pour quelle situation? Si j'osais une expression familière, je dirais que face à des élèves déboussolés, comme nous pouvons l'être un peu tous par moments, l'accompagnement peut être cette boussole commune permettant de se retrouver. D'abord, autour de quelques principes institutionnels qui dépassent le cadre strict de chaque discipline. Ensuite, il doit permettre aux équipes de se fixer quelques axes pédagogiques clés dont l'établissement peut faciliter la mise en place, à la fois de manière variée, mais en fonction de principes partagés. Pour avancer dans cette réflexion, je vous propose 5 axes désignés par 5 verbes afin de définir de façon simple quelques principes théoriques et surtout quelques mises en œuvre pédagogiques possibles. À savoir, recadrer, recentrer, replacer, remotiver, réengager. Pour les 5 termes employés, il existe bien l'idée de retrouver ce qui s'est momentanément éloigné, presque oublié parfois, et retisser des liens scolaires qu'il importe de croiser à nouveau. Premier axe donc, recadrer. Premièrement, l'école comme cadre institutionnel. Plus que jamais, il revient à l'institution de donner ce cadre dans lequel les élèves effectuent leur scolarité. Là encore, il est essentiel que tous comprennent qu'au quotidien, ils vivent dans un espace-temps de référence, quel que soit le rythme, le mode de présence adopté. C'est certainement lorsque les parois sont perméables, perdent en partie leur réalité physique, qu'il convient de les réaffirmer collectivement. Accompagner les élèves dans leur parcours, c'est leur faire mesurer l'importance du cadre dans lequel ils évoluent, qui, tout à la fois, les protège et les met en garde. Or, ce qu'on pourrait appeler le flou des limites entre école et famille, du fait du partage des classes, ou, comme l'a révélé le drame absolu de l'assassinat d'un professeur, la confusion des valeurs. Tous ces signes ou événements nous rappellent à un devoir impérieux, celui de manière unanime de refaire corps de manière collective, de permettre à l'école de s'affirmer pleinement pour ce qu'elle est, une institution, c'est-à-dire un cadre officiel qui établit des principes fédérateurs à la base d'un système dans lequel on se doit de respecter les codes et les règles qu'elle édicte. En tout premier lieu, ce que signifie être un élève. Deuxième point, donc, le métier d'élève. Ce que les propos de beaucoup d'entre eux ont révélé, en particulier pendant la période du confinement, c'est que, quel que soit par ailleurs leurs résultats, ils ont besoin du cadre scolaire, du rythme qu'il définit, de l'échange avec les autres qu'il procure au quotidien. Et si certains ne l'ont pas clairement perçu, c'est que déjà, ils étaient en situation de ce qu'on pourrait appeler des présents absents, en somme, de potentiels décrocheurs. Parler alors de métier d'élève n'est pas une simple formule, est affirmer le rôle premier de tout enfant ou adolescent qui étudie, il travaille à devenir un citoyen. Mais il convient de ne pas se tromper sur le sens de ce terme.
il ne faut pas oublier que telle est la mission officiellement demandée à l'école. Elle doit former des citoyens, mais sans perdre de vue par quels moyens. La transmission se fait par l'appropriation des savoirs. Ce serait une dérive grave que d'affirmer que l'attitude, le comportement, comme on avait coutume de dire, peuvent équivaloir à des capacités cognitives. L'accompagnement a pour objectif d'aider les élèves à trouver les gestes scolaires adaptés pour maîtriser au mieux les savoirs. D'où, troisième point, les programmes comme cadre de référence. Peut-être faut-il ici également ne pas hésiter à faire une affirmation très claire, d'autant qu'elle naît d'une réflexion sur un contenu pédagogique favorisant l'interdisciplinarité que constitue l'accompagnement. En effet, si ce dernier vise avant tout à permettre aux élèves de développer des savoir-faire utiles en plusieurs disciplines et transférables d'une activité à l'autre, une fois de plus, les mots ont un sens précis et non interchangeable. Transférable ne signifie pas transversal. Il n'existe pas de savoir transversal, mais une compétence inscrite dans un contenu disciplinaire précis peut être transférable dans un autre. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle peut être qualifiée de transversale. En aucun cas, elle ne constitue une sorte de métadiscipline survolant les autres. S'il est vrai que les difficultés actuelles ont forcé les professeurs à repenser la manière de, comme on dit, faire les programmes, cela ne signifie pas pour autant que ces programmes doivent être mis à distance ou qu'il faille y opérer des coupes sombres, voire les supprimer dans leur dimension disciplinaire bien définie. Au contraire, devrait-on dire, ils sont structurants et donnent des repères indispensables. Une des missions de l'accompagnement est alors de se demander comment aller à l'essentiel dans ces programmes, trouver les points à traiter, mais sans omettre des pans entiers qui donneraient le sentiment d'un savoir tronqué, adopter une présentation des contenus de manière différenciée pour que tous y aient accès, mais selon des modalités adaptées. Afin que ce propos ne reste pas théorique, il convient maintenant de réaffirmer quelques principes clés sur l'importance de 3 domaines, à la fois modes et supports, le savoir, le livre, la parole. D'où ce deuxième axe, recentrer. Pourquoi recentrer sur le savoir? Peut-être n'est-il pas vain à cet égard de réaffirmer l'importance des disciplines. En aucun cas, il ne s'agit de nier le rôle des compétences, mais ces dernières restent des savoir-faire permettant de maîtriser les savoirs, eux seuls capables de constituer une culture pour l'élève. Le savoir est aussi un socle qui fait référence, que l'on peut partager donc son contenu, ce qui n'est pas le cas d'une compétence que l'on acquiert seul, y compris lorsqu'il s'agit de compétences collectives. Deuxième élément, le livre. Un peu par provocation, j'ai envie de dire pourquoi la bataille entre l'écran et le livre est-elle un faux combat? La réponse est en un sens assez simple. L'écran est un média, le livre est un objet. Ce dernier a une identité unique, il fait le lien entre l'établissement scolaire et la maison en étant le support qui contient son propre contenu. Le livre est un passeur, l'écran un transmetteur. Les deux sont nécessaires, ils peuvent aussi être complémentaires et susciter l'interactivité. On va voir comment, grâce en particulier à, avant tout, la parole.
celle du professeur. Là encore, on ne cesse de mesurer combien cette parole est importante et fédératrice. Ce n'est pas imposer un cours magistral que de faire cours, c'est-à-dire mettre en œuvre par sa parole un projet didactique écrit sur le papier. Ce qui importe, c'est de trouver ensuite le moyen de donner cette parole aux élèves, de les faire réagir, produire ou même anticiper. À cet égard, il peut être intéressant d'évoquer d'une part deux modalités pédagogiques, d'autre part l'utilisation d'un type de manuel numérique et d'une application. Je tiens à cet égard à remercier en particulier un collègue enseignant de lettres, M. Ledoux, qui m'a fait part de ces deux types d'expériences. En s'inspirant des méthodes pratiquées dans les Greta pour les adultes ou des élèves allophones, en particulier en lycée, il est possible de concevoir des contenus constituant des sortes de banques de données consultables et adaptables selon les besoins des élèves. Cela peut être une réponse particulièrement adaptée pour certains décrocheurs que l'on parvient à rattraper et qui peuvent entrer en milieu de parcours alors qu'ils n'ont pas suivi les séances précédentes. Ce type de différenciation pédagogique adaptable permet ce que l'on désigne par enseignement modulaire qui, tout en ne perdant pas de vue la progression d'ensemble, permet à chacun d'y entrer à des moments différents et avec des formulations plus ou moins complexes selon les possibilités de chacun. Par ailleurs, l'utilisation de manuels numérisés de type granulaire, tels qu'ils commencent à se répandre, permet aux professeurs d'adapter leur contenu, de les composer à partir des pages qu'ils retravaillent comme ils le souhaitent. Pour rappel, on n'entend pas manuel granulaire un ouvrage entièrement numérisé mais qui n'est pas en PDF, donc modifiable. On voit alors toutes les interactions possibles, y compris dans le sens élève-professeur. Enfin, certaines applications dont Pearl Trees à disposition des établissements d'Île-de-France et aussi utilisables individuellement ouvrent de larges possibilités de partage de contenu. On pourrait ainsi résumer de telles modalités grâce auxquelles l'accompagnement gagne en efficacité. Il s'agit de travailler et faire travailler à partir de. Sans aborder une pédagogie systématique de classe inversée, il peut cependant être très utile aussi de proposer des bases de travail suscitant une recherche préalable, précédant la séance ou servant d'hypothèse que l'on vérifiera ensuite ensemble. Ces différentes pratiques pédagogiques sont possibles à condition que les professeurs soient dans le regard des élèves et des familles dans un juste positionnement. D'où ce troisième axe, replacer. On pourrait presque dire repositionner pour trouver la juste relation à établir, d'autant qu'elle est actuellement mouvante, variable, selon le mode de présence possible. Premier type de relation, la relation essentielle professeur-élève. Elle est la condition nécessaire pour que l'élève puisse exercer son métier d'élève précédemment évoqué. Le fait que des enseignants aient pu être amenés à appeler des élèves chez eux par téléphone pour éviter un possible décrochage a parfois modifié la perception des identités de chacun. Empiètement de la famille dans les contenus pédagogiques des professeurs, empiètement dans la famille de la présence institutionnelle lorsque des enfants ou adolescents sont restés en retrait. Confusion aussi parfois entre échanges de type scolaire et propos que l'on peut tenir sur des réseaux sociaux. En un mot, plus les
l'échange professeur-élève est à construire en fonction des circonstances, plus il doit être cadré. Si l'accompagnement préconise d'être le plus possible aux côtés de l'élève et non en seul face à face, il ne signifie à aucun moment que le professeur se départit de son identité professionnelle. La bienveillance d'un adulte en milieu scolaire n'est pas de la camaraderie. De même, il doit toujours rester à l'esprit des familles qu'elles s'adressent à un professionnel de la fonction publique. Il n'est parfois pas inutile de le rappeler. Deuxième point, la relation entre père, P-A-I-R-S, élève. Relation à favoriser. C'est elle qui permet de mettre en œuvre et de manière concrète la dimension collective du travail. Pour définir un projet de classe global à répartir en activités. Pour inscrire la classe dans un projet d'écriture à plusieurs mains ou dans une production nécessitant des compétences multiples. Le bloc de classe est souvent évoqué par de nombreux professeurs. Tous ces types d'activités doivent répondre à la double injonction à laquelle l'école est actuellement soumise, rendre lisible un cadre, des règles partagées par tous, trouver des mises en œuvre qui puissent s'adapter à des contraintes variées. Troisième point, agir ainsi permet de renforcer le rapport de l'élève à l'institution. Plus le cadre est défini, plus il est facile pour l'enfant ou l'adolescent au sein de sa famille de s'affirmer en tant qu'élève. Il s'agit ainsi, et l'on sait combien c'est parfois difficile, d'éviter aux élèves de se trouver dans un conflit de loyauté. L'exigence des codes de l'institution est aussi pour eux la garantie qu'ils sont sous sa responsabilité. Tout cela n'est possible qu'à une condition, que l'école donne ou redonne confiance aux élèves qu'elle accueille. D'où le point suivant, tout aussi essentiel que les précédents, point 4, remotiver. Premier point, pour remotiver, il convient de maintenir une progression rendue visible pour tous. Il s'agit là de trouver pour les professeurs un juste équilibre entre un travail parfois perçu au jour le jour par les élèves et un plan didactique annuel à la fois rigide et ambitieux. Accompagner, cela peut, par exemple, comprendre ensemble, en amont, ce qui va constituer une séquence ou une notion. Combien de séances on envisage pour y parvenir? Présenter, préparer, éventuellement faire préparer font partie de l'accompagnement. Si l'on se réfère aux propos souvent entendus en ce moment, reviennent les phrases telles que « on ne sait pas où on va ». On peut imaginer que pour des esprits très jeunes, les choses ne sont pas plus simples. Rendre lisible ce que l'on va faire est déjà un premier accompagnement. Deuxième point, pour remotiver, faire constater des progrès. La bienveillance n'empêche pas, loin de là, d'évaluer un travail. On ne reviendra pas sur la distinction évidente à faire entre évaluer un travail et juger un élève. Abolir toute évaluation maintient un flou supplémentaire qui ne rassure nullement. Par ailleurs, évaluer n'est pas forcément noter. Ce qui importe, c'est de faire comprendre aux élèves, en particulier lorsque du travail à la maison leur est demandé, ce que l'on attend d'eux, en termes de savoir, de connaissances, de savoir-faire, donc de compétences, et pour cela, on peut l'aider à comprendre comment
à travers les consignes qui lui sont données, il peut trouver précisément les connaissances et les compétences qu'on attend de lui. Lui indiquer de ce fait ensuite quels seront les critères d'évaluation de son travail et également on pourra lui expliquer, en particulier dans les corrections, ce qu'il a ou non réussi, ce qu'il peut améliorer et comment. C'est à cette condition que l'élève peut devenir partie prenante. D'où la nécessité, si l'on veut faire progresser, de donner des perspectives. C'est précisément quand le lien scolaire est par la force des choses distendu qu'il importe de fixer des objectifs simples à atteindre, clairement définis et que l'on pourra mesurer en regard du travail précédent. On voit ici combien, par exemple, la survalorisation chiffrée d'une copie est inutile. Ce qui compte, c'est de montrer des progrès. L'utilisation du numérique peut s'avérer ici très efficace en faisant visualiser les progrès sous des formes diverses. Graphiques, couleurs, par exemple, on permet à l'élève de se situer, de comprendre où il en est. On est donc bien toujours dans un accompagnement dont le mot d'ordre est donner des repères et aider à les identifier. Reste à fournir aux élèves les moyens de se projeter, ce que l'on pourrait ainsi formuler par le verbe réengager qui constituera notre 5e axe. Réengager la confiance en favorisant une vision à long terme, en tout cas à moyen terme. Premièrement, redonner confiance ou la donner tout court, c'est avant tout faire preuve de cette bienveillance que l'on présente si souvent en tandem avec l'exigence. Or, c'est bien elle, la bienveillance, qui doit être première. C'est parce qu'on est bienveillant et donc qu'on fait confiance que l'on peut exiger. Redonner confiance, c'est permettre à l'élève de, ce sera notre 2e point, s'inscrire dans des parcours de réussite. En fonction des objectifs fixés précédemment évoqués, il importe alors de donner des tâches qui permettent ce que j'appellerais les petites réussites ou de proposer d'améliorer un travail. Tout ce que l'on voit par exemple avec améliorer un brouillon. Encore une fois, la question de la notation n'est pas essentielle. Elle peut être utile si elle aide à mesurer les progrès. Elle n'est pas donc indispensable. En revanche, si l'on attribue une note, elle doit être prise comme une vraie note et non comme une évaluation qui ne compte presque pas. À cet égard, l'accompagnement et l'évaluation des activités d'oral peuvent être des pistes très efficaces. Enfin, 3e petit point, aider les élèves à construire un projet à long terme. Au niveau collectif, par exemple, ainsi, le fait de s'inscrire dans un projet global, au-delà d'une seule année. On a pu voir les exemples multiples en collège de jardins, par exemple, qui sont particulièrement intéressants pour les élèves. Les travaux d'écriture que l'on peut imaginer pour constituer une mémoire de l'établissement. Bien sûr, au niveau individuel, et en ce sens, personnalisé devient pratiquement individualisé, on peut aider chacun à se projeter. D'où l'importance, en particulier dans le volet d'orientation, d'où l'importance de la notion de témoignage et de portrait, avec des interventions de tous ordres, y compris des interventions extérieures
ou des interventions d'anciens élèves. Pour conclure, permettez-moi de rappeler simplement ces quelques points qui peuvent renforcer l'accompagnement dans son rôle de repère. Premièrement, fédérer dans un contexte éclaté pour éviter l'atomisation des contenus et des moyens de communiquer. Pour le dire brièvement, faire du lien. Deuxièmement, travailler autant le collectif que l'individuel, plus exactement, aider l'individu à se sentir dans une communauté scolaire. Encore une fois, il n'y a pas de contradiction avec la notion de personnalisation qui était déjà présente dans l'accompagnement. Troisième point, ancrer dans les savoirs, donner sens au disciplinaire pour que le savoir précisément permette une réponse réflexive, aide à donner des réponses, par exemple, à des questions contemporaines en revenant au cœur des disciplines. Le savoir ne se discute pas, il aide à discuter, ce n'est pas pareil. Quatrième point, ne pas hésiter à faire travailler à la maison, mais en reprenant systématiquement ce qui a été fait la fois suivante, que ce soit en virtuel, que ce soit en présentiel, mais en tout cas, que ce travail à la maison ne reste pas sans suite, sans conséquence, pour que précisément le lien dont on parlait se fasse aussi dans le temps et d'une fois sur l'autre. Parce que, et ce sera le point 5, bien faire comprendre aux élèves ce qu'est l'alternance est quelque chose d'essentiel, et pour les enseignants aussi. L'alternance, ce n'est pas virtuel, présentiel, mais ce qu'on fait en classe, qu'elle soit virtuelle ou présentielle, ou ce qu'on fait à la maison. C'est-à-dire que l'on peut avoir un travail virtuel de classe, ou bien un travail personnel à la maison que l'on reprendra en classe, en présentiel. Et c'est dans cette liaison-là des activités les unes avec les autres que l'on pourra donner l'impression d'une continuité tout d'abord, d'une progressivité ensuite. Sixième point, trouver précisément des progressions faciles à visualiser et à comprendre. On retrouve là une des idées clés de l'accompagnement en dehors même des circonstances actuelles, à savoir l'anticipation ou en tout cas la préparation à ce que l'on va faire. Enfin, et peut-être surtout un septième point, trouver la cohésion nécessaire entre tous qui fait que, y compris et plus que jamais, pour les adultes aussi, pour vous tous, tous les professeurs, chefs d'établissement, que cette cohésion nécessaire permette de comprendre que l'on n'est pas seul. Que la simple contribution que j'ai apportée aujourd'hui soit pour vous tous la preuve de ma volonté, désormais à distance, de vous accompagner. Je vous remercie. Merci beaucoup, Evelyne Valenfa.